Allez, paru à une des quotidiens ce matin, Laurent Roland, Tony Kess et Maury Agua. Intéressons-nous par exemple au quotidien le Révélateur qui parle de protection des journalistes. Le Bénin accepte de réviser son code du numérique. Maury Agua. Oui, le Bénin accepte de réviser son code du numérique. C'est bien cette loi 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin et qui a donc essayé d'élaborer le code du numérique. Et depuis lors, je pense que le code du numérique ne fait vraiment pas la différence entre le code du numérique et le code de la déontologie et de l'éthique, puisqu'on a vu qu'avec cette loi du code du numérique, plusieurs journalistes, si je peux le dire, je vais dire, se sont vus piégés et ont même fait la prison. Et depuis 2017, beaucoup de fêtières invitaient le gouvernement à revoir le code, à voir un peu les conditions applicables aux journalistes. On a vu quand même que ça a été pénible à respecter et tout. Et je pense quand même que c'est une bonne nouvelle lorsqu'on nous apprend que le gouvernement accepte de revoir le code du numérique. Mais dans quel sens ? Puisque le gouvernement est imprévisible, excusez-moi de le dire les choses, oui, excusez-moi de dire les choses ainsi. Est-ce que ce n'est pas pour encore corser les choses ou est-ce que c'est pour revoir ces articles-là qui font mal, qui quand même amènent les journalistes à continuer par marcher sur des œufs? Est-ce que c'est ce qui les arrange? Et je pense quand même que oui, ce sera trop tôt que de se réjouir en disant que oui, ils acceptent de revoir le code du numérique sans savoir dans quel sens. Qu'est-ce qui veut changer? Est-ce que ça va arranger les journalistes ou ça va encore amener à commencer par crier davantage? D'accord. Laurent Roland Tonoïkes, le Bénin accepte donc de réviser son code du numérique, le quotidien Le Révélateur du jour, qui parle de protection des journalistes. Donc, on peut se dire que oui, enfin, on a une idée plus ou moins du sens dans lequel on s'en va réviser le D-Code. Non, je suis très satisfait de l'avis de Maury Agua pour dire que oui, ce code numérique était un piège pour les journalistes. Et vous savez, vous et moi, nous opinons sur un plateau de télévision. Mais malheureusement, les mêmes avis que j'émets ici, c'est qu'il est difficile pour moi de les émettre sur Facebook ou dans un groupe WhatsApp. Malheureusement, quand je le fais, c'est qu'on m'applique le code du numérique. On ne m'applique pas le code de déontologie. Donc, il y a un piège, c'est un piège. Parce que journaliste un jour, journaliste toujours et journaliste partout. Malheureusement, avec ce code, vous n'êtes pas journaliste partout. C'est-à-dire qu'on a remarqué que dans l'usage, c'est le code du numérique qui est appliqué aux journalistes plutôt que celui de l'éthique et de la déontologie. Ce qui a fait que beaucoup des nôtres se sont retrouvés en prison. Non, le cas le plus triste, c'est le cas de Yan Soso qui a été emprisonné parce qu'il a relayé en griffe les propos d'un procureur sur les réseaux sociaux et on lui a pu appliquer les dispositions qui concernent le journalisme, mais beaucoup plus le code numérique. Et donc le code numérique est devenu un piège qui est tendu à toute personne, et notamment les journalistes. C'est que si vous êtes dans un média, vous donnez votre avis, vous faites une analyse, sur un plateau de télévision, ça passe. Sur une station de radio, ça passe. Dans une presse écrite, ça peut passer. Mais malheureusement, dès lors que vous sortez de ce cadre et que vous donnez votre avis dans une certaine mesure, on peut vous appliquer rapidement le code du numérique. Donc, quand on dit que ça va être révisé et qu'on parle de protection des journalistes, j'espère bien que cette révision va véritablement faire la part des choses entre journalistes, reconnaître que le journaliste, quelque part, est journaliste partout. Dès lors qu'on le voit quelque part, il est journaliste. Quand on voit un policier à Cotonou, il est à Parakou, il est policier quand même, ça ne change pas. Donc, quand je suis journaliste, même dans un média, sur les réseaux sociaux, Facebook, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui,
servent à communiquer, oui ou non. Donc, quand on communique par les réseaux sociaux, cela suppose que dès que le journaliste vient là et donne un avis, c'est qu'on doit pouvoir les considérer comme journalistes, pas comme un individu qu'on peut traiter avec le code numérique. Donc, espérons que, comme Maurice le dit, ne nous réjouissons pas de sitôt, parce qu'on peut vous donner, on peut être en train de quelque chose, en train de vous arracher encore autre chose. Donc, dans cette disposition qu'on peut peut-être modifier, on peut donner l'impression d'aider les journalistes, mais en réalité, ça peut être aussi d'autres pièges. C'est pourquoi nous devons davantage interpeller les faits des journalistes pour que ces faits soient partie prenante de cette révision. Il ne faudrait pas, parce que quand on parle de code numérique aujourd'hui, ça a été un travail fait par les politiques. Et donc, dès lors que les politiques feront le travail, chaque fois, sans tenir compte des vrais organisateurs, des faitiers, des vrais acteurs, des professionnels des médias, dans les prises de décision, dans la rédaction de ces lois, c'est qu'il y aura toujours des choses à redire. Donc, il faut que les faitiers soient associés, que la RAC joue son rôle primordial, que l'UPMB, l'ODEM et autres, le CNPA, tout cela puissent être associés pour véritablement protéger dès maintenant le journaliste béninois. Il s'agit donc de protection des journalistes et on restera très héroïque, très éveillé sur le sujet. Évidemment, pour ne pas se laisser piéger. On va poursuivre. Voici ceux qui n'aimeraient pas se laisser également piéger ou voir une frange de la population piégée en tout cas. Nous sommes au Parlement. On reste avec le quotidien Le Révélateur du jour. Mori Agua, composition du comité des rites vaudous. Les inquiétudes de l'opposition. Il s'agit notamment de Alassane Sabi Karim, le député du parti Les Démocrates, qui soulève des questions au sujet de la composition du comité des rites vaudous. Voilà, en clair, pour résumer, c'est qu'il estime que le dit comité est composé de dignitaires issus d'une même ère géographique. Et, il adresse 8 questions au gouvernement, 8 questions orales, sans débat au gouvernement sur le sujet. Oui, il faut quand même dire que parfois ces questions adressées à l'Assemblée, c'est-à-dire ces questions adressées par des députés au gouvernement, il y a des questions qui sont pleines de sens. Et lorsque un député soulève une telle préoccupation, je pense que c'est une préoccupation légitime, puisque quand il parle de l'aire géographique, nous savons que sur toute l'étendue du territoire national, les rites, les pratiques peuvent différer d'une aire géographique à une autre. Et puis, les aires géographiques ont leur, leur leader en la matière, en la pratique des rites. Et je pense que si nous considérons cela, il aurait été très judicieux que de faire ce comité-là en tenant compte de l'aire géographique. Par exemple, au nord, on peut choisir deux représentants au nord, par exemple, et en descendant au fur et à mesure, désigner des gens, des gens qui pourront porter la voix de ceux-là qui se donnent à ces pratiques, à ces rites, pour pouvoir siéger dans ce comité. En le faisant ainsi, toutes ces personnes-là qui pratiquent les religions endogènes vont pouvoir se retrouver et se voir impliquées dans ce comité-là afin de participer lorsqu'on sait que le gouvernement a apporté une touche particulière à ce que nous appelons les Vodou Days. Et Vodou Days, ce n'est pas réservé aux gens du Sud, c'est notamment des dates choisies pour célébrer nos cultures, nos cultures endogènes, mais cela sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Ce sera donc les 9 et 10. Et au cours de ces occasions-là, on fera la consultation du FA, je ne sais pas si c'est TOFA, se fera en présence du chef de l'État. Et ce comité-là sera assis pour pouvoir assister. Donc ce sera quand même une cérémonie qui sera organisée. Et à ce propos, si toutes les composantes ne se sentent pas impliquées, je pense que ce sera comme si c'est une chose qui ne concerne qu'une partie. Donc il serait quand même bien que le gouvernement considère cette question
adressé par l'honorable afin de voir s'il est encore possible de faire des réagissements. Sinon, les prochaines fois où le comité on va vouloir revoir ce comité-là, de tenir compte de cette proposition. D'accord, oui, Laurent, sur le sujet, quelque chose à compléter? Je pense que déjà, parlant de Vodun Days, c'est que l'officialisation d'une pratique qui existait déjà. Parce que je rappelle que quand on parle de Vodun, célébration du culte Vodun, tous les 9 janvier, à Alada, chez le roi Polébé, elle lançait officiellement les festivités. Et donc, sont lancées officiellement les festivités. Et donc, le roi Polébé convie les rois de la région méridionale à Alada pour faire les cérémonies officielles. Et c'est à partir de ce jour que c'est lancé. Et le 10, les gens célèbrent. Donc, en réalité, c'est une officialisation de ce qui existait déjà. Mais quand on parle aujourd'hui de Vodun Days, je crois que je vais rapidement faire lecture des personnes qui constituent ce comité pour faire comprendre pourquoi la question de l'honorable est assez pertinente. Légitime. Voilà, elle est légitime. Quand je prends le président, oh là là, quand je prends le président, on a Marion Kapo, on a, comment vous appelez ce, deux Diamosovi. Le président, c'est Marion Kapo, professeur spécialiste des études africaines. Vous avez le secrétaire exécutif Bertien Sosa, chanteur et membre du groupe Les Frères Guédenguet. Donc, tous ces 2 personnes sont de la région Mono. Ayaba Colette Dessous, je ne connais pas, les Dessous, il y en a un peu partout, mais on voit que c'est le Bénin méridional. Et on voit Dodi Amouzovi, Bénin méridional également. On voit Yves Serrault, Bénin méridional également. On voit Zewano Guizo, Bénin méridional évidemment. Patrice Roussa, pareil, Bénin méridional. Et puis Edmond de Sarpofond, Bénin méridional. Donc quand vous regardez tout ça, c'est vrai qu'au nord Bénin, il n'y a pas le terme vaudou. Parce que dans leur langue, ils ont la dénomination qu'ils attribuent à ces rites et pratiques. Donc moi, je pense sincèrement que oui, cette question est assez légitime. On ne saurait mettre en place un comité qui parle des cultes, des rites endogènes, sans pouvoir associer toutes les composantes de toutes les régions, de toutes les aires culturelles du Bénin. Donc quand vous allez à Niki, vous allez à Basilia, vous allez à Djougou, il y a certainement des dignités, des religions endogènes qu'on peut appeler. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on a mis Vodun dedans que exclusivement il faut choisir des gens du sud Bénin. Il faut associer. Autant mieux alors enlever si on veut enlever, on enlève Vodun, alors on met du comité rite endogène. Peut-être quelque chose comme ça, et associer tout le monde pour qu'on ne sente pas... Sauf qu'ici, vous savez que c'est le vaudou qu'on veut promouvoir. Donc, oui, justement, donc en réalité, une fois que c'est vaudou, quand vous allez à Parakou, les gens pratiquent la même tradition, mais l'appellent autrement. Donc, on peut les associer. Toujours est-il que oui, il s'agit là de promotion de la culture béninoise. Justement, la culture, on en parle à nouveau avec le grand quotidien qui nous emmène à l'Assemblée nationale. Le ministre Jean-Michel Abimbola sollicite 46 milliards 904 millions 460 507 francs CFA. On a pu, aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, on assiste à un ballet de défilé. Je pense que c'est bien comme ça que ça se dit. Un défilé, un ballet, oui. C'est bien ça. Hein? Quand vous dites ballet, c'est déjà un ballet, c'est un défilé. Un ballet, allez, un défilé ou un ballet oui, des ministres du gouvernement à l'Assemblée nationale. Oui. 16 milliards pour le jeune ministre Olusegun des Affaires étrangères, une vingtaine de milliards pour la plupart des ministères, mais là, on a presque une cinquantaine de milliards de francs CFA pour la culture. Oui, quand vous regardez l'ambition du gouvernement en termes de promotion du vaudou, en termes de construction de musées, de sites historiques, avec ce que le chef de l'État a comme vision pour notre culture béninoise, c'est qu'on a besoin de beaucoup de milliards pour réaliser des musées. N'oubliez pas qu'il y a des musées dont on n'a même pas commencé les travaux, mais il y en a qui sont déjà en chantier. Et quand on met tout ça dans la balance, on regarde ici, et quand on regarde les différents comités qui doivent travailler, les mêmes différents comités mis en place, c'est les gens qui seront payés également aussi. Donc, ils ne sont pas là pour faire du bénévolat. Donc, autant de moyens qu'il faut mettre en jeu. Et je crois que quand on parle de 46 milliards, ça ne devait pas surprendre. Toujours est-il que mon problème, c'est que oui, quand on vote les 46 milliards, que les 46 milliards aillent véritablement aux ayants droit, que ce ne soit pas des 46 milliards pour des groupes, mais que tous ceux qui seront acteurs
pour la promotion du tourisme, la promotion du culte vaudou, que toutes ces personnes soient impactées. Bon, je ne doute pas qu'ils ne seront pas impactés, ils seront bel et bien impactés. Mais c'est important de préciser ce souhait qui est le vôtre, Laurent. Oui, donc je crois que donc 46 milliards pour tout ce qui est annoncé, en tout cas, ça peut se comprendre. Vivement que tout se fasse. Maury Agoua, je ne sais pas si vous avez un mot à dire sur le sujet. Autrement, je vous prends par rapport à la CNSS qui dévoile le processus de déclaration des employés de maison au Bénin. Je pense quand même que sur le sujet concernant le budget de la culture, il faut quand même dire qu'il va falloir également penser à ces aides portées auparavant aux artistes. Le fonds d'aide à la culture. Le fonds d'aide à la culture. Oui. Je pense que ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, parce que nous remarquons que oui, il y avait des pratiques par le passé auxquelles le gouvernement a essayé de mettre fin, peut-être en fonction de leur vision, de leur regard. C'est peut-être qu'ils voient que bon, c'est de l'argent donné, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, mais ce sont des aides, on a des fonds d'aide à la culture. Et ce sont des fonds forcément qui apportent un plus et qui donc dopent le moral à ces hommes qui pratiquent la culture, ces artistes et autres, et qui les motivent à mieux faire. On dit, tel qu'on dit, l'argent est le nerf de la guerre, mais l'argent aussi peut être une source d'inspiration. Donc je pense quand même qu'il va falloir s'y pencher, parce que sinon... Non, mais je pense que ce fonds d'aide à la culture, oui, je suis d'accord qu'il faut un fonds d'aide à la culture, mais à qui est-ce qu'on donne? Non, c'est la façon dont c'est géré je crois savoir que vous êtes au courant qu'on a dépassé l'étape d'aide au niveau du ministère de la Culture. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les fonds de bonification. Oui. Aujourd'hui, on parle de développement au niveau de la culture. Oui. C'est fini l'aide. Oui, mais le problème c'est que... Avec la rupture, c'est fini. Oui, le problème c'est que... Le fonds a d'ailleurs été dissous. Voilà, parce qu'à l'époque, on donnait... Quelqu'un écrit un pinceau avec un percal blanc, essaie de griffonner quelque chose, va déposer un dossier pour dire qu'il est artiste, il prenait l'argent. Et on sait très bien que les cadres à l'époque avaient leur pourcentage à prendre. Il y a des albums qui sont sortis, dont on n'a jamais vu la couleur du disque, mais qui, au niveau du fond, ont bénéficié de on voit des clips là, des chansons. Les gars se mettent à la plage, ils font quelques images avec une tenue blanche, et puis se retrouvent sur au niveau des savets, au niveau des granites, ils font des images, et puis après dansent quelques musiques mal mixées, et puis... et puis après, ils deviennent artistes, et puis on sait, mets ton dossier, tu vas prendre combien, 5 millions, et puis après, l'équipe... Bon, je ne trahis pas leur secret, mais ils savent très bien. Ils prennent, peut-être que lui revient 1,5 million ou 2 millions, et le reste, la carrière est partagée de l'autre côté. Donc, il y a eu cette manière de faire qui a davantage plombé l'aide aux artistes, parce qu'il y avait de talentueux artistes et malheureusement qui n'avaient pas les moyens, parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour la manière dont ça devait se faire, ils n'étaient pas dans les réseaux aussi. Donc je crois qu'au-delà de tout, mais le budget aujourd'hui, vivement que le budget soit vraiment au profit des acteurs, que ce budget soit vraiment utilisé pour le développement de la culture, la promotion du tourisme béninois, c'est très important. Le tourisme, oui, parlons-en, Laurent Roland Tononiquet. Je pense que ça a un lien avec le tourisme, ceci. Avec Dabarou, nous sommes à Boumé-Calavi, le géant gorille du carrefour Pota, dégagé pour y avoir. C'est hier quand j'ai fini de déposer les enfants à l'école et je voulais donc faire le carrefour pour prendre la route de Glodjibé que j'ai été surpris par le monstre, si je peux le dire. Vous avez été surpris par King Kong. King Kong, oui. Au Bénin. Mais j'ai dit, c'est quoi ça? Et quand mon fils me disait, il a vu ça hier ou quand, j'ai dit, mais si vous voulez, ma première impression, ça a changé l'aspect du carrefour pour moi. Bien sûr. Et puis j'ai trouvé que c'était original. J'ai trouvé que c'était original. Et pourquoi les gens n'avaient pas pensé ériger quelque chose de pareil à ce grand carrefour? Parce que ça donne un aspect de, je ne sais pas,
de nouveautés. Et donc, c'est après, quand j'étais au boulot, que j'ai vu que ça jasait de partout sur les réseaux sociaux. Et oui, plus tard, j'ai compris que les gens n'ont pas apprécié la façon dont le truc a été posé sur la voie. Certains, en roulant, se surprenaient de voir le truc. Ça faisait peur à d'autres. Et également, ça amenait les gens à ne plus rester trop concentrés sur la voie à ce carrefour-là, au risque de faire les accidents. Les gens se préoccupaient plus de voir de quoi il s'agit que de regarder la route. Mais vous savez, quand les Béninois... quand ils commencent les critiques et ça commence par tirer de partout, il faut savoir quand même qu'il y a un problème. Et quand c'est bon, ils le disent. Quand ce n'est pas bon, ils le disent également. Donc, je pense quand même que après tant de critiques sur les réseaux sociaux, finalement, la décision a été prise de dégager le carrefour. Je pense quand même que si le carrefour n'est pas l'emplacement idéal pour poser ce truc-là, est-ce que c'est le fait que c'est pour indiquer la direction de Agualand qui pose problème? Je pense que ça peut être déplacé et peut-être redéposé là où il y a un monument aux morts ou quelque part dans la zone, parce que je pense que c'est un truc artistique qui pourrait changer un peu quelques aspects dans la commune ou à un autre carrefour de Togba, voir ce qu'il faut faire. Voilà ce que j'ai. Vous savez, j'ai vu des publications sur les réseaux sociaux. Je me garde de vous donner les détails. On dirait que les gens ont un laboratoire. On dirait que les gens ont un laboratoire où ils travaillent sur les questions d'actualité. Oui, franchement, vous verrez des photos, vous verrez des juxtapositions de photos. Non, moi, je pense qu'en l'état, quand on regarde l'image, ce n'est pas pour autant mauvais. Seulement, c'est la manière dont ça a été fait qui surprend. D'abord, dans la constitution, en tout cas dans la réalisation de cette voie, est-ce que c'était prévu qu'au milieu de ce carrefour, qu'on mette quelque chose? Parce que c'est déjà très exigu. C'est en réalité un grand carrefour. En réalité, c'est un grand carrefour. On devait réaliser un grand carrefour là. Mais on n'a pas fait. Donc, l'espace ne permettait pas de mettre un truc de ce genre-là. Première chose. Deuxième chose, c'est que ce qui est posé n'a pas été fixé au sol. En réalité, on aurait dû fixer ça sur le bitume pour rendre ça inamovible. Mais ça n'a pas été fait. Ce qui veut dire quoi? Un camion qui file mal peut cogner ça peut tomber. Si ça tombe là, ça peut cogner sur des voitures, ça peut causer beaucoup de choses. C'est ça qui fait que les gens ont commencé par réagir. On a pu voir le photographe professionnel David Yenra qui a réalisé pratiquement une vidéo là-dessus pour dire qu'il ne trouvait pas ça original et qu'il fallait, d'ailleurs que ce n'était pas fixé et que ça mettait en danger la vie des usagers de la route. Mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est que nous avons un problème avec nos élites. C'est-à-dire que quand on doit faire un truc comme ça, pour moi, je trouvais que c'était déjà trop géant. Parce que non seulement ce n'est pas fixé, mais tel que ça se passe, c'est que les gens sont obligés de soulever la tête, surtout quand c'est au volant. Ça peut distraire en fait. C'est pas que ça peut distraire. Ça distrait. Donc, ça peut moi, par exemple, je suis passé là 2 fois hier, ça m'a distrait toutes les 2 fois où je suis passé. Et puis, ça rappelle... Moi, ça me manque déjà. Ça rappelle la fameuse statue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous voyez ça régulièrement, au carrefour Tankpé. Posé par Georges Bada. Oui. Vous posez la question de savoir... L'homme au flambeau. D'accord. Avec le carrefour là, regardez ce qui se passe dans ce carrefour. Ce n'était pas un bon emplacement, en réalité, pour une telle statue. Donc, il faut que les gens réfléchissent davantage pour voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Moi, je pense concrètement qu'on peut mettre, quand vous quittez le carrefour, quand vous dépassez le carrefour, quand vous prenez la voie de Togba, la double voie, juste à l'entrée de la double voie là, on peut mettre ça quelque part là, positionner là, à l'entrée là. Ça peut régler le problème. Je pense qu'on peut mettre cette statue là. Autrement, puisque l'idée c'est d'indiquer Agualand. Donc on peut mettre ça là, mais au milieu de la voie, ça va créer d'autres choses parce que le carrefour n'était pas encore déjà grand. Et vous allez voir que chaque fois à des heures de pointe, c'est difficile de circuler. Et donc si on doit ajouter l'espace occupé par ça et ce que ça peut créer comme distraction, ça fait pas bien. Merci Laurent Roland Toniquez, merci Maury Agua. On va pas finir J'ai apprécié quand même la spontanéité
et qui a accompagné ce mouvement de... Bon, je ne vais pas appeler... Bon, je vais pas les réactions. Les réactions, parce que les gens ne se sont pas entêtés dès que les réactions fusaient de partout. Peut-être que l'ordre est venu de quelque part, de dégager... On aurait pu réaliser le carrefour qu'on voit au niveau de la rue Kirikou, là. Un carrefour grand comme ça, à Pota. On mettait ça au milieu, ça peut faire l'affaire. Malheureusement, Agualand ne se situe pas du Non, côté je dis, si on faisait un carrefour comme ça, comme ça, au niveau du carrefour Pota, ça peut faire. Oui. Bon, malheureusement, on aurait dû baptiser le carrefour Pota de Merci à la réalisation. Merci à la régie King Kong. C'est quand King Kong partait. Comment vous l'appelez? King Kong. King Kong, mais ça fait peur. Hein. Ah, franchement, je suis tombé sur justement King Kong. Ça fait la peur. Scène. Ils l'ont oui, en fait, c'était posé sur l'autre. C'était posé sur l'autre. Et ce qui est le support n'était pas fixé. Non, c'était très dangereux. Merci à la réalisation pour sa spontanéité. On aurait dû désormais appeler le Carrefour King Kong. Carrefour King Kong, voilà. Carrefour King Kong à 24 heures. J'ai vu la scène justement du déplacement de King Kong hier, quand je venais justement vous rejoindre à Takouna Sport. Et ça a bloqué la voie. Bien sûr, notre arbitre a été en retard. Justement. Pareil pour moi, ça a fait que j'ai accusé une quinzaine de minutes de retard. J'ai fait pratiquement 15 à 20 minutes de quota à Pharmacie Le Château. Donc voilà. En tout cas, c'est bien que cela ait été dégagé. Il va falloir repenser la chose. On va finir par un mot de sport, justement, avec le pays émergent, qui écrit ce matin échec répété des Guépards en éliminatoire de la CAN et du mondial de la FIFA. Le sélectionneur Guénot a lamentablement échoué. Gris comme Boukemi, c'est échec. Je sais qu'il y a notre quotidien qui a demandé carrément qu'il soit limogé, qu'on n'en parle plus, ou qu'il faut encore, en tout cas, revoir les termes de son contrat. Oui, Laurent Roland Toniquès a déjà vidé ce sujet-là hier. Je pense quand même que l'étape où nous sommes arrivés, il va falloir effectivement simplement reconnaître que le choix porté sur ce sélectionneur est une erreur. Vous pensez? Est une erreur. Vous pensez? Oui, je pense. Je vous explique pourquoi. Vous ne croyez pas qu'il s'agit réellement de gris-gris comme il a pu le dire? Je vous explique pourquoi c'est une erreur. Oui. Voilà un coach qu'on a fait venir qui a observé l'équipe nationale et qui a pensé comme stratégie d'aller chercher des jeunes qui sont en jambes, qui va pouvoir former, utiliser et développer une équipe. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il a son objectif. Si c'est le cas, même si il est arrivé à dégoter des jeunes, on a vu sur des matchs des jeunes qui ont fait des frappes stratosphériques d'une trentaine de mètres. Ne me faites pas penser à quelqu'un ce matin, Mori Agua. À qui? Notre aîné, au contraire. À qui? Jacques Donc, et je pense quand même que... Stratosphérique. Bien cadré, mais qui passe. Qui passe largement au-dessus. Une frappe dans la lucarne qui passe à côté. Modeste a tiré comme ça hier quand même. Ah ouais, pour le sérieux. Donc je pense quand même que si c'est telle est la stratégie, effectivement, s'il arrive à dégoter des jeunes et qui constituent l'équipe nationale, étant donné que l'objectif n'est pas le résultat qu'il cherche immédiatement, mais c'est de construire une équipe compétitive. Et donc ça prend du temps. Oui, mais ça prend du temps. Donc ça prend du temps. Normalement... D'où justement, on devrait comprendre. Non, il ne devrait pas tirer des conclusions hâtives. Si lui, il a son objectif... Oui, mais vous savez, s'il a son objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son objectif, il est de victoire ou d'échec. Il doit savoir qu'il est en train de construire quelque chose pour le futur. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Mais maintenant, s'il pense que les Béninois vont le juger ou le jugent déjà et qu'il faut chercher de boucs émissaires, c'est là où le bas blesse. Reconnaissez, Maury, qu'après tout, il est fait de chair. Donc, parfois, on a beau avoir toute une stratégie, on peut réagir sur le moment. Non, c'est lui-même qui a dit qu'il est venu construire une équipe pour le Bénin. Bien sûr. Et les Béninois... Peut-être qu'il faut qu'il revoie son discours. Le Béninois, quelle pression les Béninois sont en train de lui mettre? Sur les réseaux sociaux, vous constatez que dès que vous voulez parler de l'équipe nationale, les gens disent non, laissez-nous en paix. Ne nous donnez pas de tension. Il est marché d'Ato
Et Deschacus, c'est là-bas, il démarre. C'est pas le Béninois. Le problème, c'est en réalité, c'est Deschacus. Il réagit certainement face à la pression qu'il Non. C'est lui qui veut continuer. J'ai été clair. Ils ont mis de côté, mais avec un poté, ils ont mis de côté les anciens. Ils ont cherché on a accepté tout ça. Maintenant, pourquoi il nous dit qu'il y a gris-gris? On lui a dit, est-ce qu'on lui a dit de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde? Est-ce que c'est l'Argentine qu'on lui a essayé? En fait, il faut dire, les potés qui pleurnichent aussi sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est fini. Ils ont montré qu'ils sont fatigués. Même si cette équipe-là, on veut la faire qualifier pour la Coupe du Monde, nous allons dire pardon. Nous allons dire pardon. Vaut mieux subir des défaites là, à ce niveau, que d'aller à la Coupe du Monde et de prendre 14-0 loin au Roland. Merci, Maurice. Quand il va parler de gris-gris au plan international, je crois, j'insiste là-dessus, c'est une insulte pour nous. En réalité, c'est pour dire à la fin du monde que les Béninois ne s'aiment pas et se créent des problèmes. C'est ce qu'il est en train de dire. Après, je pense que... Même si c'est comme ça, même si c'est comme ça, c'est pas à lui de le dire. Je crois que vous savez que ces propos, forcément, il les tient de quelque part. Non, vous savez... Il les tient forcément de quelque part. C'est certainement parce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des discussions. S'il le dit, au niveau du staff. Et que ces idées ont été avancées. C'est ce que je dis. S'il le dit et qu'il n'est pas encore viré jusque-là, c'est que dans l'équipe de la fédération, ceux qui l'accompagnent ou le ministère, on doit pouvoir chercher à comprendre, est-ce que ce n'est pas eux, dans les discussions qui ont avancé de tels arguments, que le sélectionneur reprend aussi facilement. Et moi, je suis là-dessus. C'est une connerie pure et simple. Merci. Il faut le virer.